Bonjour à tous. Comme vous le savez probablement, un Il-76, un aéronef de transport de fabrication russe qui appartenait avant au groupe Wagner et depuis un peu moins d'une semaine à l'État malien, s'est écrasé à Gao lors d'une sortie de piste qui a probablement fait des victimes dont le nombre à l'heure actuelle est encore inconnu. Il est très probable qu'il n'y ait jamais de vrai compte-rendu d'enquête au vu des soucis politiques dans la zone et des relations que l'Occident entretient avec le pays du constructeur, la Russie. Néanmoins, il est également peu probable que le matin, l'équipage se soit levé en se disant « Aujourd'hui, nous allons faire une sortie de piste à Gao et probablement tous mourir ». C'est pour ça qu'il est important, et c'est la raison d'être de cette chaîne, d'essayer dès à présent d'en tirer des leçons. Et vous allez voir, il y a de nombreuses leçons que l'on peut tirer de cet événement tragique aéronautique. Cette chaîne n'est pas là pour juger le bien fondé des protagonistes. Cette chaîne est là pour essayer de transformer leur expérience en leçons qui peuvent être applicables pour notre sécurité, celle de vos enfants, celle de vos proches, sécurité aéronautique, mais également état d'esprit vis-à-vis de la sécurité de manière plus générale, ou état d'esprit du commandant de bord, ce que l'on essaye de promouvoir sur cette chaîne. Allez, jingle. Roger, ball. Comme vous le savez, l'émotion n'étant pas très bonne conseillère, nous allons prendre un petit peu de recul et nous poser la question de qu'est-ce que c'est que la ville de Gao. Ensuite, derrière, qu'est-ce que c'est que l'IL-76, avant de rentrer dans le détail des images, de ce que l'on sait, de ce que l'on peut faire dire aux images, et ensuite, derrière, d'en tirer les nombreuses leçons. Gao est donc au Mali, il y a actuellement un peu plus de 125 000 habitants. Ils sont le long du fleuve Niger, et gros souci avec le fleuve Niger au Mali, eh bien, c'est le nombre de ponts. Il y a très peu de ponts sur le fleuve Niger. Vous avez à côté de Gao le pont de Ouabaria. Il a été mis en place en 2016, il remplace le bac. Si vous voulez trouver un autre pont, eh bien, il faut aller à Niamey, à 500 km au Niger, ou alors à Markala, à 900 km, ou encore à Bamako, à 1100 km, pour vous donner bien tout simplement la réalité des choses dans cette zone du monde. Gao a été très connu car c'est devenu la capitale autoproclamée de l'Azawad en 2012, ce qui a amené derrière les forces françaises à intervenir, à libérer l'aéroport, ensuite derrière, avec l'État malien, à libérer la ville, à mettre en place et permettre la mise en place de militaires du Niger, de militaires du Tchad, avant que l'armée française parte un petit peu faire l'opération Serval dans le pays. Comme vous le savez, les militaires français sont en train de se faire sortir de manière très rapide. Pas le sujet de la vidéo, mais la ville en elle-même, eh bien, elle est située sur un carrefour fluvial et caravanier entre le Sahel et la zone saharienne. Elle a été fondée au 7e siècle, pendant l'empire de Gao, et elle a connu son vrai déclin à partir du moment où les navires européens pouvaient faire le tour de l'Afrique. Avant, c'était des caravanes transsahariennes qui assuraient le transport. L'armée française est arrivée à Gao en 1898 pour la première fois. Un texte du 18 mars 55 en fait une commune. Il y avait donc un maire. Et lorsque le Mali a récupéré son indépendance, eh bien, c'est devenu malien. L'aéroport en question, c'est Gao Korogusu. C'est situé à 265 mètres d'altitude. On a une piste de 2500 mètres. Elle est orientée 0624. On est à 5 km du sud-est de la ville. Les pistes les plus proches dans le coin, on a Tombouctou qui fait 2110 mètres. On a Kibale, 1735 mètres. On a Tessalit qui fait 2515 mètres. Bref, vous voyez, il n'y a pas grand-chose autour, il n'y a pas grand-chose de très très long. Donc on est sur une des plus grosses pistes de la région. Cela a été créé en 1930 par l'armée française. C'était la BA 163, la base aérienne 163. Il y avait la 3e escadrille d'Afrique occidentale avec des Potez 25A2 et après avec des Potez TOE qui faisaient de la reconnaissance mais également de l'appui au sol. La base a été active de 1931 à 1961 pendant 30 ans tout de même. Et vous retrouvez une activité en lien forcément avec les tensions militaires dans la région.
L'IL-76 Candide, ce sera un petit peu l'équivalent du C-141 Starlifter. En termes de masse, on est sur quelque chose d'assez équivalent par rapport à un A330, même si un A330 va être plus long, plus haut et plus large. L'IL-76, pourquoi 76? Eh bien, retenez le lancement du programme en 67, c'est les deux chiffres à l'envers. Ensuite, premier vol, 25 mars 71, opérationnel à partir de 74, un équipage de 7 personnes, dont 2 dans la soute, 4 moteurs D30, 50 mètres de large, le 330 fait 60, 46 mètres de long, un 330-200 fait 58, 14 mètres 76 de haut, un 330 fait 17 mètres 4, pour une masse à vide de 87 tonnes, mais une masse max de 250 tonnes, là où le 330 fait 242 tonnes. Il y en a plus de 960 en tout, pour être précis, qui ont été fabriqués. Il existe une version civile, l'IL-76T, qui a fait son premier vol en 1976. Le cahier des charges de cet aéronef, c'est pouvoir transporter 40 tonnes sur 5000 km en moins de 6 heures. Et c'est ce qu'il peut faire. Vous avez des nouvelles versions modernisées depuis 2016, l'IL-76 MDM. Il y avait même débat et réflexion pour mettre des réacteurs de chez Safran dessus, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué vu les tensions depuis 2 ans. Si vous demandez aux Toulousains, c'est cet aéronef qui a le record de bruit. Il y a des capteurs à Toulouse et bien il a été enregistré à 101,3 décibels. Sur les quasi 1000 avions, une petite centaine ont été accidentés. On en a parlé récemment sur la chaîne, le 12 novembre 1976, collision avec un 747 au-dessus de l'Inde. Vous avez également le 8 mai 2003, un IL-76 en République du Congo affrété par le pays qui appartenait à l'armée de l'air ukrainienne, qui décolle de Kinshasa, qui a 10 000 pieds, à sa soute cargo qui s'ouvre. Ça fait les changements aérodynamiques, l'avion se retrouve à piquer, 14 personnes sont tombées sur les quasi 150 à bord. Néanmoins, l'avion a pu revenir en toute sécurité. En 88, on parle d'Arménie ces derniers temps dans les actualités, Aeroflot a envoyé, suite au tremblement de terre de 88 en Arménie, un aéronef pour aider. Il s'est écrasé en finale. 77 personnes sur les 78 à bord sont décédées. En 89, suite à un incendie en vol de réacteur, l'aile se détache. Ça met en avant un souci de design. 57 morts. Ils vont réfléchir au niveau de l'aile, car l'aile doit tenir même si votre réacteur brûle. Sinon, ce n'est pas une situation d'avenir. Juste avant d'attaquer la description de ce que l'on voit, je vous rappelle qu'un posé, c'est la conséquence d'une belle approche stabilisée. Vous voulez avec votre aéronef passer dans les fenêtres dans le ciel virtuel. Chaque fenêtre commence au début assez grande et se rapetit au fur et à mesure. En tant que pilote de ligne, à 1000 pieds sol, vous devez vous assurer d'être stabilisé, ce qui veut dire avoir commencé votre landing checklist, avoir une certaine vitesse, une certaine hauteur, donc être très proche des paramètres idéaux de votre pente pour se poser. À 500 pieds, tout doit être terminé. Vous ne devez pas être trop lent. Vous ne devez pas être à plus d'une dizaine de km/h de votre vitesse de référence qui a été calculée fonction de votre masse, fonction de votre température, fonction des conditions du jour, ça dépend des avions. Et ensuite, vous devez viser une petite fenêtre que souvent les personnes oublient, de zone de posée sur la piste. Pourquoi? Même si vous n'êtes pas pilote dans l'aéronaval, vous avez donc le droit d'arrondir. Et l'IL-76, comme on peut le voir, a normalement tendance à arriver et faire un freinage aérodynamique, utiliser du coup sa cellule pour décélérer, ce qui soulage un petit peu les freins. Et on voit que c'est un avion qui peut se poser en moins de 1000 mètres quand tout va bien. Si vous ne posez pas de manière précise votre avion sur la piste, vous allez manger de la piste, bouffer de la piste, et derrière, toute cette piste ne vous servira pas en cas de problème. Mais surtout, vous vous êtes rassuré intellectuellement dans l'aéronautique moderne en faisant vos calculs de performance. Calcul de performance au décollage, mais également calcul de performance à l'atterrissage. Au décollage, c'est facile. Tout le monde s'aligne et à la piste devant soi. Et fonction de votre niveau en tant que pilote, ça ne va pas changer grand-chose à 3 mètres près sur les distances de décollage qui sont disponibles pour vous. L'atterrissage, ce n'est pas la même. Vous calculez des distances qui sont très précises, mais ces distances, quasi au mètre près, ne sont valables que si vous posez l'avion au bon endroit sur la piste. Si vous arrivez trop rapide ou trop haut et que vous bouffez, comme on dit, un tiers, comme dans un cas comme là, quasi les 2 tiers de la piste, forcément, vos calculs, vous pouvez les prendre et les jeter, ils ne vous protègent pas. Même si peut-être dans votre inconscient, vous vous dites, je sais qu'il me faut 1200 mètres pour poser la piste,
Si vous n'avez pas vraiment intellectualisé un point de repère, par exemple passer à travers le taxiway en milieu de piste, où il faut avoir touché les roues, vous pouvez vous retrouver à accepter intellectuellement un posé long, et c'est ce qui explique la plupart des sorties de piste qui arrivent, quel que soit l'avion, quelle que soit la nationalité, quel que soit le degré d'expérience, et qui sont généralement la résultante d'une multitude de facteurs qui commencent, dans la plupart du temps, par de la mauvaise météo, une piste mouillée, du vent qui change de côté souvent après un orage, et qui va vous amener à arriver beaucoup plus rapidement en vitesse sol que prévu, et qui peut amener un Rafale Marine à Lorient, c'est arrivé à sortie de piste, qui peut amener un Airbus d'Air France à la sortie de piste à Toronto. Il s'était posé beaucoup trop long et n'avait pas lancé la reverse, les inverseurs de poussée de suite. Et sans le professionnalisme des PNC, des hôtesses et des stewards, il y aurait probablement eu des morts, ou encore un souci au niveau du posé et des rivers, donc ces inverseurs de poussée qui amenaient un 747 d'Air France à la sortie de piste, mais également un 737 un an, jour pour jour, avec la sortie de piste de notre IL-76 à Montpellier. Rappelez-vous ces images. Donc, c'est important de bien comprendre que les sorties de piste, ça arrive tous les ans, que c'est une multitude de facteurs et que toujours, c'est une approche qui ne respecte pas ces critères de stabilisation. Vous arrivez trop haut, trop vite, ou vous faites avoir au moment du posé. N'oubliez pas qu'il y a ces fameuses fenêtres à 1000 pieds, à 500 pieds, mais également dans la zone de toucher. Donc si vous n'arrivez pas à toucher au bon endroit, remise des gaz. Allez, c'est parti. La vidéo. Vous voyez que l'avion est rapide, ça se voit à son attitude, il est beaucoup plus à plat que ce qu'on peut voir dans les autres vidéos d'IL-76. Ça peut être dû à la masse, ça peut être dû à une multitude de raisons, mais il mange la piste du coup extrêmement vite. Et plus vous êtes rapide, plus les choses vont arriver vite. Vous voyez l'A400M des Allemands qui est à mi-piste. On peut donc calculer que sur les 2500 mètres de piste disponibles, l'IL-76 touche avec moins de 1 km et peut-être environ 800 mètres de piste restante. Environ un tiers de la piste. Une fois qu'il est posé, vous avez vu, il vient poser sa roulette avant très rapidement. On ne voit pas les spoilers, les dégradeurs de portance. Difficile de voir s'il y a les rivers enclenchés. L'action de freinage n'a pas l'air extraordinaire, mais de toute façon, si vous arrivez très rapide, ça va prendre du temps. Et à ces vitesses-là, l'IL-76 devrait faire un freinage aérodynamique. Dans certains cas, vous voulez plaquer l'avion au sol et écraser les freins, voire même faire un posé très viril pour libérer un peu d'énergie, faire ce qu'on appelle un positive landing. On ne voit rien de tout ça. Et l'avion ne donne pas une grande impression de décélération, il va continuer avec énormément de vitesse. La piste est sur une sorte de petit plateau en hauteur, il va descendre dans la ravine et ça va être une catastrophe. Donc qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Toucher des roues se mérite. Vous devez avoir votre fenêtre, être stabilisé et vous devez mériter votre atterrissage. Si votre approche n'est pas stabilisée, il ne faut pas se poser, il faut remettre les gaz. Deuxième point, on ne sait pas s'ils avaient une panne en amont ou pas. Impossible de savoir s'ils sont revenus avec une panne. Est-ce qu'ils avaient une panne de frein au sol? Ça n'excuse en rien le fait de se poser trop long et d'arriver trop rapide. Est-ce qu'ils étaient en surcharge? Il faut savoir d'où ils viennent. S'ils n'ont pas décollé de ce terrain, il est probable bien qu'il n'était pas si lourd que ça quand même, vu les distances à parcourir dans le pays. Maintenant, oui, il peut être lourd, mais encore une fois, ça n'excuse pas cette sortie de piste, ce toucher des roues qui est beaucoup trop loin. Donc ça, même s'il y avait une panne après au sol, la vraie question c'est est-ce qu'il y avait une panne en vol en amont qui empêche la remise des gaz? Les 4 moteurs ont l'air de fonctionner, donc je ne pense pas. Absence de spoiler et de reverse. On a vu avec le cas d'Air France à Toronto, vous pouvez vous retrouver des fois dans une phase un petit peu de tunnelisation mentale, vous vous posez et vous ne faites pas les bonnes procédures dès que l'avion touche, parce que vous dites, mon Dieu, la piste arrive, qu'est-ce que je fais? Une fois que vous avez déployé les reverse, donc les inverseurs de poussée, vous n'avez plus le droit de repartir. Suite à un accident où un pilote s'était posé, avait déployé les reverse, et dit, oula non, je repars, tous les moteurs n'étaient pas repassés en poussée et l'avion s'était écrasé. Donc des fois, quand vous êtes un peu limite, vous allez peut-être avoir tendance à ne pas envoyer les inverseurs de poussée de suite parce que vous vous dites, est-ce que je remets les gaz ou pas?
Et si vous restez au sol, ça vous fait bouffer de la piste. Et forcément, ça ne va pas dans le sens de la sécurité. Donc ça, c'est important de bien le savoir. Une fois que vous êtes au sol, vous envoyez la reverse, vous ne pouvez pas repartir, ce qui peut amener certaines personnes à trop tarder pour sortir la reverse parce qu'elles ne sont pas sûres. Ça revient à cause de l'approche qui est mal préparée, mal anticipée. Comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Air France, la Marine nationale, l'armée de l'air, toutes les unités, tout le monde a déjà connu une sortie de piste. Par contre, 2 jours par beau temps, je vous avoue que c'est beaucoup plus rare. Mais retenez la recette classique de la sortie de piste, de la météo, des variations de vent, de la fatigue, au milieu de la nuit, une composante de vent-arrière, une piste mouillée voire trempée qui vous amène à allonger énormément votre distance de freinage, un toucher long, un souci dans l'application de la procédure de freinage, on va parler des reverse, et derrière, le petit doute, et c'est trop tard, vous sortez de piste. Maintenant, d'un point de vue météo, dans ce cas-là, il faut se poser la question de qualité de l'altitude-pression. On n'est pas si haut que ça, mais s'il fait très chaud, ça va dégrader les performances de votre avion, ce qui va nécessiter une approche plus rapide. Il y a une autre petite leçon quand même, c'est que l'on sait dans l'aviation qu'environ 80% des accidents arrivent dans les premières minutes après le décollage ou les 8 minutes avant l'atterrissage. S'il faut faire une évacuation, je ne peux que vous recommander de toujours avoir vos chaussures, votre veste à côté de vous, votre portefeuille, votre téléphone et votre passeport sur vous physiquement au moment où l'avion décolle et au moment où il atterrit. Même si les probabilités pour que vous ayez un accident sont extrêmement faibles, si vous devez évacuer l'avion, ça vous amènera à l'évacuer avec tout ce dont vous avez vraiment besoin. Comme ça, vous n'avez pas ce biais, j'ai envie de dire, de passagers qu'on envoie dans chaque accident où les gens essaient de prendre leurs affaires. Vous avez tout sur vous et derrière, vous avez votre passeport, vous êtes beaucoup moins embêté. Donc comme on peut le voir, c'est quand même pas mal de petites leçons. Et la principale étant autour de la zone de toucher des roues. Je sais que dans l'aviation générale, vous essayez de bien viser le peigne, de bien vous poser, mais je sais également que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que préactivé dans votre tête, vous avez toujours l'endroit au travers duquel, si vous n'avez pas touché, vous devez remettre les gaz. Si vous faites de l'ULM, de l'avion léger ou même de l'avion de ligne, c'est bien d'avoir calculé les performances à l'atterrissage. Si vous ne posez pas les roues au bon endroit, vous pouvez tout prendre et jeter par la fenêtre. Dans l'US Navy, on dit « Take your bolter like a man ». Un bolter, c'est quand vous arrivez sur le porte-avions, que vous essayez de vous poser, que vous n'attrapez pas les brins d'arrêt, ou que vous étiez au bon endroit, mais que vous avez ce qu'on appelle un hook skip, votre crosse n'a pas accroché. Dans ce cas-là, remise des gaz et on refait un tour. Dans le monde moderne, je ne sais pas s'ils ont encore le droit de le dire comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire « Take your bolter like a professional », de manière professionnelle. Vous vous êtes loupé sur une approche, ce n'est déjà plus le professionnel que vous allez être sur l'approche d'après, parce que vous allez remettre les gaz, vous allez débriefer en vente arrière, vous allez apprendre de pourquoi vous avez été obligé de remettre les gaz, vous allez arriver sur l'approche suivante avec un nouveau plan d'action. Et pour finir avec le bulletin sécurité de la France qui disait ça à une époque, je ne sais pas s'il le disent encore, cette année on a eu 100, 200, 300 remises des gaz, ce n'est pas assez. Fly safe.